Donc, bonjour, Monsieur Lessard. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jules Normand. Je suis un élève de deuxième secondaire au Collège Saint-Alexandre et je fais partie du projet de la radio étudiante. Un En plaisir de te premier lieu, rencontrer. Oh, continue, excuse-moi. j'aimerais ça vous remercier d'avoir accepté cette entrevue-là Ça me fait plaisir. et j'aimerais ça vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Mhm. Donc, vous avez fait plusieurs stations de radio à Montmagny, à Ottawa et à Montréal au début de votre carrière avant de commencer à travailler pour Radio-Canada comme journaliste politique sur la colline parlementaire à Ottawa, à la radio puis à la télévision. Vous êtes même devenu chef de bureau plus tard. Quand la nouvelle station RDI à Ottawa est arrivée, vous avez été un des animateurs. Et en 2005, vous avez créé l'émission Les coulisses du pouvoir que vous avez continué d'animer jusqu'à votre retraite en 2011, où vous avez décidé de vous consacrer à temps plein à l'écriture. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est, parmi tous les postes que vous avez occupés, lequel avez-vous préféré? Est-ce que ça serait les coulisses du pouvoir que vous avez créé? Non, j'ai bien aimé. Dans ce métier-là, on ne s'ennuie jamais. Quand tu es en journalisme, tu ne sais jamais ce que le lendemain te réserve. C'est pas comme enseigner ou être médecin. Et je ne me suis jamais ennuyé. Il y a eu des périodes plus intéressantes. Je dirais que la période de 1980, avec Pierre-Éliott Trudeau qui était revenu au pouvoir, qui était là pendant 4 ans, et toute la période Mulroney, ça a été la période la plus active de ma carrière, pour plusieurs raisons. Mon travail a toujours été pendant ces années-là de suivre le premier ministre à la trace. Partout où il allait, j'allais. Quand il se passait des choses intéressantes, j'en faisais des reportages, mais il pouvait arriver un voyage de 3 jours où il ne se passe absolument rien, où je faisais accompagner le premier ministre, ce qu'on appelle en anglais de death watch au cas où il arrive quelque chose. Alors, cette période-là a été intéressante pour 3 raisons. Un, il s'est passé beaucoup d'événements très importants qui font le bonheur d'un journalisme. Sous Pierre-Éliott Trudeau, le rapatriement de la Constitution, l'exclusion du Québec, les débats qui ont suivi, la mission de paix qu'il a fait à travers le monde, et sous Brian Mulroney aussi de grands débats qui étaient passionnants, comme les accords du lac Meach pour intégrer le Québec dans la Constitution, comme les nouveaux accords sur la taxe de vente, sur les relations commerciales avec les États-Unis. Et en bonus, à l'époque Mulroney, il y a eu plusieurs scandales. Les journalistes aiment toujours ça. Mais avec les deux, et je termine ma réponse là-dessus, j'ai fait le tour du monde 2 fois. Avec Pierre-Éliott Trudeau, quand il a fait sa mission de paix, on est allé en Russie, on est allé en Chine, en Inde, presque partout en Europe, en Asie, dans certains pays d'Afrique. Et avec Brian Mulroney, pendant les 9 années que je l'ai suivi, j'ai aussi refait à peu près le même tour du monde pour des raisons différentes. Alors, c'est un travail exceptionnel. Je te dirais c'est la plus belle période de ma vie, sans rien enlever aux coulisses du pouvoir ou aux autres trucs que j'ai fait avant ou après. Ouais. Puis d'ailleurs, vous parliez de plusieurs événements que vous avez couverts, comme le rapatriement de la Constitution, l'accord du lac Meach. Vous avez aussi couvert la crise d'octobre et une partie des incidents de la place de Tiananmen en 1989. Il y en a plein d'autres. Lequel de ces événements-là vous a le plus marqué? Je te dirais la crise d'octobre en 1970. J'étais assez nouveau dans le métier. J'ai commencé fin 68. J'étais à CKAC à Montréal à ce moment-là. Et CKAC à Montréal était la boîte à lettres du FLQ. C'est là qu'arrivaient tous les communiqués. C'est là que la police venait les chercher, venait nous bousculer à l'occasion. Et quand la loi des mesures de guerre a été invoquée par Pierre-Éliott Trudeau, un de mes collègues que j'aimais beaucoup, qui travaillait le matin avec moi, a été arrêté en vertu de la loi des mesures de guerre, emprisonné pendant près de 3 semaines, sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui. C'était une période extrêmement intense. Moi, j'avais fait mes classes dans l'Outaouais, à CJRC à Ottawa. D'abord à Montmagny, mais à Montmagny, j'étais animateur disque jockey, mais à CJRC à Ottawa, pendant 1 an, j'ai fait ce qu'on appelle des faits divers. Accidents de circulation, incendies, meurtres, à peu près tout ça, là. Et j'ai adoré ça. Mais quand je suis arrivé à CKC et que j'ai plongé dans l'actualité, là, c'était un tout autre monde. C'était vraiment l'information à son niveau le plus élevé. On était toujours sur le qui-vive pendant 2 mois. Il y a eu l'assassinat de Pierre Laporte, la disparition de James Cross, ambassadeur britannique. C'était une période extrêmement intense. Je te dirais par la suite que les négociations constitutionnelles de Meach sous Brian Mulroney
quand il y a eu les accords de Charlottetown et qu'ils ont décidé de faire un référendum national, à ce moment-là, il y avait une tension incroyable au Canada. On était toujours sur le qui-vive et c'était très difficile de suivre parce que chacun y allait de sa version. C'était très difficile d'avoir l'heure juste, de savoir exactement ce qui se passait. Il y avait une pression énorme. Mais j'étais, moi, en ondes 4 fois par jour en direct. Donc, il y avait énormément de pression pour ne pas se tromper, pour être sûr de ce qu'on racontait, parler aux bonnes personnes. Et c'était une période extrêmement intense. Je dirais que c'est peut-être professionnellement, les 2 périodes les plus intéressantes de ma carrière. Donc, les 2 périodes les plus intéressantes, c'était la crise d'octobre que vous avez suivie comme journaliste et c'était quand vous avez suivi les premiers ministres. D'ailleurs, en Ouais, parlant des... vas-y. Non, allez-y. Non, j'allais dire aussi qu'il y a eu plusieurs petits événements fort intéressants. Par exemple, des rencontres avec Nelson Mandela, alors qu'il venait de sortir de la prison en Afrique du Sud. On était à un sommet du Commonwealth à Harare, au Zimbabwe. Mulroney voulait aller rencontrer Mandela en Afrique du Sud, à Pretoria, la capitale. Mais comme Mulroney était à la tête des gens qui voulaient des sanctions contre l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid, il n'a pas eu la permission, a fait venir Mandela à Harare et on a pu passer 1 heure avec lui, un personnage absolument fascinant. Indira Gandhi, première ministre de l'Inde, aussi lors d'une réunion du Commonwealth. Je suis à côté en français avec une collègue de Radio-Canada. Elle arrive derrière nous, elle nous parle dans un français impeccable. On découvre qu'elle avait étudié à la Sorbonne, une femme absolument admirable. Il y en a eu d'autres, François Mitterrand, Bill Clinton, plusieurs de ces personnages que tu finis par rencontrer. Ça ne dure jamais très longtemps, mais et comme avec Bill Clinton, ça a duré 2 minutes, mais pendant les 2 minutes, c'est lui qui m'a parlé, qui m'a posé des questions sur moi et non pas moi sur lui, ce que j'aurais voulu faire. Et il m'a fait sentir comme la personne la plus intéressante au monde. Et pendant 2 minutes, il n'y avait que lui et moi. Ça, c'est le signe d'un vrai politicien. Alors ça aussi, ça a été des événements marquants. Et vous avez rencontré plusieurs politiciens dont vous en avez suivi quelques-uns, comme Mulroney et Trudeau. Lesquels vous ont le plus marqué? Commençons par une femme. Une femme, Sheila Copps, Pat Carney, Monique Bégin. Je dirais Monique Bégin, peut-être. Tu me demandes d'en choisir une seule, Monique Bégin, qui était ministre de la Santé dans le gouvernement Trudeau, qui a fait énormément dans le domaine de la santé. Une femme brillante, souvent de mauvaise humeur, mais une femme brillante qui a joué un rôle extrêmement important. Sheila Copps, c'est différent. Sheila Copps, elle était, si tu es peut-être trop jeune pour t'en souvenir, Sheila Copps, c'est une députée ministre libérale de la région d'Hamilton, parfaitement bilingue, qui était soupe au lait, qui avait un caractère absolument épouvantable quand elle n'aimait pas sauter au plafond. Elle s'est chicanée avec des ministres en chambre. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Quand il y a eu un débat au Sénat, elle est grimpée sur une table pour essayer d'attaquer un ministre conservateur. Au-delà de tous ces coups d'éclat, c'est une femme très brillante. Qui était une source d'information très intéressante aussi et que j'ai beaucoup admirée. Et chez les hommes? Et chez les hommes, écoute, Pierre Trudeau, le père, est parmi les hommes les plus intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie. Il était souvent de très mauvaise foi quand il s'agissait du Québec ou de l'économie. Il avait tendance à te faire la leçon, mais il avait fait le tour du monde avant de se lancer en politique. Il avait beaucoup lu. C'est un intellectuel déconcertant parfois, mais un homme ultra brillant, impressionnant. Celui que j'ai le plus aimé, même si en tant que journaliste, tu ne dois pas aimer les politiciens, mais celui avec qui j'ai eu la relation la plus intéressante, c'est Brian Mulroney. Brian Mulroney aimait qu'on l'aime, aimait que les journalistes parlent de lui, et comme très souvent dans les voyages, j'étais le seul journaliste francophone qui le suivait, et qu'en plus, je faisais de la télévision. Il était très, très accessible. Souvent dans l'avion, on voyageait toujours ensemble. Là. Les journalistes voyageaient avec l'équipe du premier ministre. Souvent, ils venaient s'asseoir avec moi, placotaient de toutes sortes de choses. Mais Mulroney avait un grand défaut. Il était extrêmement revanchard. Et quand tu faisais un reportage qu'il n'aimait pas, ce qui arrivait souvent, il te boudait pendant, ça pouvait durer 2 semaines, 3 semaines des fois. Il refusait de répondre à tes questions, t'ignorait complètement. Mais dans l'ensemble, ça a été une période, à cause de la disponibilité de Mulroney, à cause de tout ce qu'il a fait, ça a été une période très intéressante. Et un personnage très intéressant. Et donc, Mulroney a été une source qui vous a parlé de son gouvernement assez souvent, mais qui n'était pas particulièrement stable parce que ça y arrivait qu'il vous boudait, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça arrivait qu'il n'aimait pas un reportage,
Il y a un de ses collaborateurs qui t'appelait pour dire: «Le premier ministre a trouvé que ton reportage était biaisé, incomplet ou blablabla. On espère que tu vas corriger.» Et moi, je leur disais tout le temps: «Ben, prouvez-moi que c'est faux, je vais corriger.» Ce n'est jamais arrivé. Alors, à part le fait qu'il boudait, non, écoute, puis moi, ça m'amusait. Je posais quand même des questions, il ne me répondait pas, mais c'est pas grave. Et mettons qu'on retourne à vos origines. Plusieurs journalistes tirent leur amour de leur profession d'un mentor. Par exemple, René Lévesque a servi d'idole pour différents journalistes. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir journaliste? Moi, au départ, je ne voulais pas être journaliste, je voulais être annonceur. J'avais fait du théâtre au collège, j'avais gagné des concours oratoires, j'aimais beaucoup parler en public. Comme tous les gens dans ce métier-là, tu as un ego large comme la planète, t'aimes que les gens t'aiment et qu'ils te regardent, t'aimes cette sensation-là de parler en public. Alors, c'est ce que je voulais faire. Quand je suis arrivé à Montmagny, c'est pour devenir annonceur. Je suis devenu, pendant 5 mois, j'ai fait une émission de chansons le soir. Je présentais les chansons de l'époque. Il y avait des demandes spéciales à travers tout ça. J'adorais ça. Quand j'ai eu une offre pour venir à CJRC à Ottawa, c'était pour remplacer un animateur du soir. J'ai accepté tout de suite parce que le salaire était 3 fois ce que je gagnais à Montmagny. Et quand je suis arrivé à Ottawa, l'annonceur ne partait plus. Alors, on m'a dit: «Écoute, le seul poste disponible, c'est un poste de journaliste.» Ça ne m'intéresse pas. Le journalisme ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Le patron me dit: «Écoute, c'est tout ce que j'ai à t'offrir, c'est ça ou rien.» Alors, j'ai accepté. J'ai appris à conduire et là, je suis devenu reporter aux faits divers. J'ai adoré ça. J'ai découvert des feux, des trucs épouvantables, d'autres trucs moins épouvantables. Le pire truc que j'ai couvert, et tu vas rire de moi, mais ça ne me fait rien. Un jour, il y a un téléphone, on me dit: «Il y a un serpent dans une maison à Vanier.» Et tout le monde a peur. Moi, j'ai peur des reptiles, j'ai peur de tout ce qui rentre. Alors, en bon reporter, j'y vais avec mon microphone, j'arrive là, et puis on nous dit: «Le serpent est entre les murs de la maison et il peut sortir de n'importe où.» Je suis resté tellement loin et je suis parti avant qu'ils le retrouvent. Ils l'ont retrouvé le lendemain de toute façon, mais j'ai détesté ces 3 ou 4 heures que j'ai passées là. Puis, mettons si Mais on retourne pour revenir à ta question qui est très bonne de mentor, les gens qui m'ont inspiré dans ce métier-là au départ, ça a été des gens de Radio-Canada, Jean-Paul Nollet qui est animateur, un homme absolument magnifique. Mais celui qui m'a le plus impressionné, qui m'a vraiment donné le goût de faire ça, c'est Pierre Nadeau. Pierre Nadeau était un animateur exceptionnel, un journaliste exceptionnel qui se promenait à travers le monde. Il avait une voix, mais une voix incroyable, une présence à la caméra incroyable. On voulait tous devenir, les gens de ma génération qui étaient en journalisme, on voulait tous devenir des Pierre Nadeau. Par la suite, il y a eu Bernard de Rome, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était aussi un modèle que j'aimais beaucoup. Il y avait aussi une animatrice que j'aimais beaucoup, qui était impeccable, Cri, je ne me souviens plus de son premier nom. Elle était d'origine autochtone, et une femme magnifique aussi. Il y en a plusieurs. Moi, je suis rentré à Radio-Canada en 72, dans la région, et 79 au Parlement, et ma vie, ça a toujours été Radio-Canada. J'ai passé 39 ans et j'ai été très heureux. Oui. Puis justement, après ces 39 ans-là, Radio-Canada, vous êtes devenu auteur à temps plein. Vous avez écrit 11 livres depuis 2011, ce qui est un rythme assez soutenu. J'ai commencé la lecture de Maggie récemment, qui est votre premier livre. Parmi tous les livres que vous avez rédigés, quel livre est-ce que vous avez préféré? Le premier est toujours celui que tu préfères, mais il y en a 2 ou 3 que j'aimerais reprendre et faire différemment ou les améliorer. Le deuxième, par exemple, de Maggie, La Revenante, il y aurait besoin d'être retravaillé. Mais bon, je te dirais Maggie, La Dalle des Morts et Péril sur le fleuve, si tu me demandes d'en nommer 3. Là, La Dalle des Morts, c'est aussi un roman historique qui se passe à Saint-Léon de Slandon, un petit village pas loin de celui où je suis né. Une histoire de cimetière abracadabrante basée sur des faits réels. Et Péril sur le fleuve, j'ai de grandes préoccupations pour l'environnement. Et j'ai essayé d'imaginer une histoire où un super pétrolier se retrouve sur le fleuve Saint-Laurent puis menace de faire tout sauter si on ne se rend pas à ces conditions. Alors, c'est peut-être les 3 dont je suis le plus fier. Je ne renie pas les autres pour autant, là, mais si tu m'en demandes 2 ou 3, je te dirais ces 3-là. OK. Puis, j'ai une autre question pour vous.
Le Maggie, dont je parlais, et plusieurs de vos livres se déroulent au début du siècle dernier. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Euh, oui, il y a une raison pour ça. Quand j'ai pensé à écrire un roman, j'avais mis la main sur les notes de mon grand-père, qui a été maire du village d'où je viens, Saint-Benjamin, en Beauce, pendant des années. Les gens l'appelaient dictateur à la fin. Et dans le village d'où je venais, il y avait une toute petite communauté protestante qui s'appelait Cumberland Mills. Pas très grosse, peut-être une quinzaine de familles, des vrais protestants anglophones. Quelques-uns avaient appris le français, mais très peu. On s'en méfiait énormément. Le curé nous disait de se méfier comme la peste de ces protestants-là. Pas parce qu'ils parlaient anglais, ça on s'en foutait. Comme dans l'an 60, il aurait pu parler chinois, allemand, russe, ça n'avait pas d'importance. Ce qui les rendait dangereux, ils étaient protestants et non pas catholiques. Et c'est à partir de là, il y avait beaucoup d'éléments dans les notes de mon grand-père à ce sujet-là, jusqu'au jour où je réalise qu'une catholique du village était tombée en amour avec un protestant et que là, ça avait été l'enfer. La catholique, finalement, s'était suicidée parce que les pressions étaient trop fortes. Et les gens lui disaient, les catholiques n'ont pas assez bon pour toi, pourquoi tu fais ça? Pasteur protestant faisait la même chose. Il n'est pas question que tu te déshonores en mariant une catholique. Ça a été l'enfer pendant presque un an. Finalement, le curé a fini par dire, je vais accepter s'il se convertit immédiatement. Le protestant a refusé, je le ferai quand je serai prêt. Bref, il y avait là la base d'une très bonne histoire et c'est de là que vient Maggie. Ça se passait ça autour de la Première Guerre mondiale, entre 1910 et 1915. Et ça demande nécessairement beaucoup de recherche pour me replonger dans l'époque, comment les gens vivaient à ce moment-là, quelles étaient les relations. Le village était dominé comme partout ailleurs au Québec par l'Église catholique. Tout tournait autour de l'Église. Le prêtre était roi et maître, etc. Alors, il y avait là plein d'éléments pour faire un bon roman. Et vous venez au Salon du Livre parce que notre entrevue qu'on fait actuellement, c'est dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais où vous êtes encore invité d'honneur. Donc, vous venez au Salon du Livre pour présenter votre dernier roman qui est sorti en octobre, Le Petit Docteur de Saint-François de Beauce. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce roman? Quand je cherchais un sujet de roman historique, on l'est encore, mais en pleine vague de COVID, et je me demandais, les gens disaient, bon, il y a eu la grippe espagnole avant. Je me demandais, bon, la grippe espagnole, c'est vrai que c'est à peu près le même phénomène que la COVID. Comment ça se passait dans la vie de tous les jours, la grippe espagnole? Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour découvrir que beaucoup de romans ont été écrits avec comme trame de fond la grippe espagnole. Mais ils se passent tous dans les grandes villes. Québec, Montréal, il y en avait un très bon à Winnipeg, un à Toronto. Et je me suis demandé, dans un tout petit village où il n'y a pas de ressources, pas de médecins, ça se passe comment, la grippe espagnole? Comment ils faisaient les gens? Alors, j'ai inventé une histoire en faisant venir un petit docteur, petit dans le sens de jeune docteur qui commence, et pour voir comment il allait se dépêtrer dans tout ça. Et dans le village où j'ai situé l'action, Saint-François-de-Beauce, entre le début novembre 1918 et les fêtes, il y a eu 37 personnes qui sont mortes sur une population de 1200 à peu près. C'était énorme. C'est énorme. Alors, et pour découvrir qu'à l'époque, il n'y avait pas de remède. Il y avait de l'aspirine, du camphre et toutes sortes de concoctions que des charlatans fabriquaient, faisaient croire aux gens que ça allait les guérir alors que ça ne les guérissait pas. Pas du tout. Il n'y avait pas de vaccin à cette époque-là, il n'y avait rien. On demandait aux gens de porter des masques et garder leur distance. Mais si tu connais un peu les Beaucerons, tu sais que c'est des têtes de cochons qui n'acceptent jamais les règlements, qui font ce qu'ils veulent et qui ne voulaient rien savoir de ça. La seule chose qui était très différente avec la COVID, c'est qu'à l'époque, il y avait des curés qui, eux, disaient la seule façon de vous en sortir et d'éviter de mourir de la grippe espagnole, c'est la prière, la messe, les sacrements, la confession, sinon vous n'y arriverez jamais. Et à un moment donné, l'évêque de Québec, comme les autres évêques au Québec, ont décidé de suivre les directives du gouvernement, de fermer les lieux publics, dont les églises. Et il y a beaucoup de prêtres, dont celui du village dont je parle, qui ont refusé en disant jamais on fermera l'église, jamais on va annuler la messe à bonne allure. Ils ont fini par le faire, mais il y a eu une résistance absolument incroyable. Alors, il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Quant à la réaction des gens, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, pour la COVID, on a découvert un vaccin presque un an après, ce qui est très rapide là, dans le domaine médical, alors qu'à l'époque, il n'y avait rien. Les gens mouraient, le médecin arrivait dans une famille, les 5 personnes étaient mortes. Ça allait très vite, c'était contagieux de façon absolument incroyable et il n'y avait presque rien à faire.
Donc, vous pensez qu'on était mieux préparé pour faire face à la COVID qu'on l'était pour faire face à la grippe espagnole il y a un peu plus de 100 ans? Oui, beaucoup mieux, parce qu'il y avait il y a un système de santé quand même beaucoup plus solide que s'il y avait à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas un système de santé très élaboré. Il y avait des médicaments qui pouvaient au moins aider à résister un peu. Il y avait pouvaient être hospitalisés. Beaucoup de gens ont survécu à la COVID. Alors que la grippe espagnole, une fois que tu l'attrapais, il y a des gens survivaient, beaucoup de gens survivaient, mais la plupart des gens le moindrement fragiles, dont les enfants, disparaissaient en 3 jours. Donc, si on revient au journalisme, vous avez été un des visages les plus importants du journalisme dans la région. Vous avez été correspondant pour la radio puis pour la télévision. Vous avez suivi les premiers ministres dont on parlait plus tôt. Vous étiez connu d'à peu près tout le monde en Outaouais. Quel héritage vous pensez-vous avoir laissé aux journalistes dans la région? Écoute, moi, c'est toujours difficile de parler de soi puis de vanter ses accomplissements, ses réalisations. Moi, ce que je me suis employé à faire pendant toute ma carrière, c'est, un, d'expliquer les choses simplement pour que les gens comprennent exactement ce qui se passe, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'ils doivent retenir. Il n'y a rien qui m'arrangeait le plus quand j'appelais ma mère le dimanche en Beauce pour placoter. Comme disait, elle dit tout de suite ton reportage sur tel ou tel sujet, je n'ai rien compris. Ma mère n'était pas une folle, c'est une ancienne maîtresse d'école. Et si elle me disait qu'elle n'avait pas compris, je me disais qu'il y a un paquet de gens qui n'ont pas compris. Donc, le sort, botte-toi le cul, puis sois plus précis la prochaine fois. La deuxième chose, que je pense avoir apporté. J'ai été un des premiers, pas le premier, il y en a eu avant moi, mais un des premiers à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de télévision en direct. Dans à peu près toutes les grandes circonstances, j'étais en direct avec Bernard de Rome ou dans d'autres contextes à expliquer les choses, souvent à pied levé, sans trop avoir le temps de me préparer. Donc, ça te demande une force de concentration très forte, ça te demande d'être capable de synthétiser très rapidement, d'aller à l'essentiel et d'expliquer aux gens, voici ce qui se passe autour de moi, voici pourquoi ça arrive, voici les conséquences. Merci beaucoup, bonjour. Je te dirais que c'est peut-être ma modeste contribution au journalisme électronique parce que je n'ai jamais fait d'autre chose que de la radio et de la télévision. Donc, le type de journalisme que vous avez pratiqué, justement la radio et la télévision, pensez-vous qu'il a été amené à changer? Est-ce que ça serait pour le meilleur ou pour le pire? Il y a eu beaucoup de changements. Le plus gros changement qui est survenu en information électronique, c'est l'arrivée de l'information en continu. RDI en 1995, LCN un peu plus tard, il y avait eu CNN aux États-Unis avant, Newsworld au Canada anglais. Ce que la télévision en continu a changé, c'est que quand tu fais du reportage, tu couvres les événements au jour le jour. C'est un événement qui se passe à 10 heures. Avant l'information en continu, tu préparais un premier reportage pour la fin d'après-midi et souvent juste un pour le téléjournal de la soirée. Avec l'information en continu, tu dois être en ondes 6-7 fois par jour, répéter la même histoire, tu n'as pas beaucoup de temps de vérifier, ça va vite, souvent tu fais des erreurs, c'est extrêmement exigeant. Moi et des amis, on avait baptisé RDI à l'époque l'usine à saucisses. Il faut l'alimenter sans arrêt. Et souvent, l'usine à saucisses tombe dans des histoires qui ne méritent pas d'être diffusées, que Céline Dion s'écrase un ongle d'orteil, tu ne fais pas une mission spéciale avec ça. Donc, ça, à mon avis, affaiblit l'information, ça l'a dilué. Ce qui a changé beaucoup pour le mieux, c'est qu'il y a aujourd'hui toute une série de jeunes journalistes très allumés, qui sont très bons en direct, qui peuvent intervenir dans toutes les situations. Geneviève Garot, si tu la connais, par exemple, qui fait les trucs de justice à Montréal. Si tu regardes Marie-Ève Bédard en ce moment en Ukraine, Tamara Alteresco, c'est la nouvelle génération, ça après moi. Ils sont très bons, ils sont capables d'aller n'importe où, ils sont beaucoup plus polyvalents qu'on l'était. Moi, je n'ai fait que de la politique dans ma vie. Elles sont capables de faire à peu près tout. Donc ça a changé pour le mieux. Il reste que je ne voudrais pas être journaliste aujourd'hui à cause des médias sociaux qui sont très exigeants. C'est un journaliste ordinaire sur une bonne nouvelle, une journée, là, fait un texte pour Facebook, pour Twitter, pour enfin presque tous les médias sociaux. Il fait des reportages pour la radio, il en fait pour la télé. C'est de la folie furieuse. Alors, quand tu fais ça, moi, quand l'histoire était finie, il me restait normalement 2-3 heures pour faire des coups de téléphone, vérifier des choses, ajouter à mon histoire, y donner plus de contexte. Ils n'ont plus le loisir de faire ça aujourd'hui, ça va trop vite, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je te dis, je préfère ne pas être journaliste aujourd'hui, sans compter
la haine viscérale qu'il y a depuis quelque temps à l'endroit des journalistes. On l'a vu dans les manifestations à Ottawa des camionneurs. C'est devenu dangereux d'être journaliste. Et on a vu, surtout sur les médias sociaux, apparaître des citoyens qui s'autoproclament journalistes, qui diffusent de l'information, mais sans mentorat ou sans études avant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un des grands malaises d'aujourd'hui, les médias sociaux, où tout le monde se déclare du jour au lendemain spécialiste en maladies, spécialiste en vaccins, spécialiste en information. Tous les groupes complotistes s'y retrouvent. Quelqu'un invente une théorie à quelque part, tout le monde adhère à la théorie. Un imbécile déclare quelque chose, il se retrouve avec 40 000 personnes qui le suivent le lendemain, et tous ces gens-là pensent que c'est la vérité. C'est devenu, les fake news, la fausse information, c'est devenu un problème majeur. Je ne sais pas comment le corriger. Tout ça, tous ces gens-là ne se manifestaient pas il y a 5 ou 6 ans. Pourquoi ils se manifestent depuis 5 ou 6 ans? Parce qu'il y a un imbécile aux États-Unis qui s'appelait Donald Trump qui a décidé que c'était correct de tirer sur les journalistes, de parler de fake news sans arrêt, de mentir sans arrêt comme il l'a fait. Et un paquet de gens se sont dit, si Donald Trump le fait, on peut le faire nous aussi. C'est une situation absolument dégueulasse. Juste une note là-dessus qui est plus réjouissante. C'est quand je regarde ce qui se passe en Ukraine depuis hier, je regarde le travail de Marie-Ève Bédard et Tamara Alteresco, je me dis encore de la place pour le bon journaliste. Tous les gens sont accrochés à ces deux filles-là qui sont sur le terrain. Donc, il y a encore à la base beaucoup de gens qui pensent que le vrai journalisme se fait par des vrais journalistes et pas par des imbéciles sur les médias sociaux. Donc, on a plusieurs journalistes qui sont très compétents maintenant, mais on voit de plus en plus apparaître des journalistes qui n'ont pas vraiment de compétences là-dedans. Vous parliez de la désinformation qui est très présente dans notre monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qui va remporter la lutte entre l'information et la désinformation? Parce qu'il s'approche d'un point culminant. Donc, qui vous pensez qui va gagner? Ben, j'espère de toutes mes forces que ce sera la vraie information, mais il y a lieu, tu as raison de soulever les inquiétudes, c'est loin d'être évident. Comment convaincre ces gens-là que c'est de la fausse information, que c'est des complots, que c'est pas sérieux, quand ils veulent y croire absolument. Les gens veulent entendre ce qu'ils pensent être la vérité, pas ce qui est la vérité. Donc, moi, je me dis à la base, et là, je vais peut-être être un peu méchant, mais je vais essayer de l'expliquer le plus simplement. Quand je regarde et je lis tout ce qui s'est écrit depuis 2 ans sur les médias sociaux, dans un français absolument épouvantable, sans jugement assuré, je me dis, plus que jamais, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Plus que jamais, il faut que les gens, quand ils sortent de l'école ou de l'université, aient appris comment fonctionne une société. On ne se retrouve pas avec des imbéciles qui demandent d'invoquer le premier amendement de la Constitution canadienne, alors que le premier amendement, c'est aux États-Unis, c'est pas au Canada. Il y a un besoin criant de renforcer les systèmes d'éducation. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai partout. Trop de gens n'ont pas la formation nécessaire pour avoir un jugement éclairé. Ils sont prêts à suivre n'importe qui, en autant que ça rencontre un tout petit peu leurs croyances. C'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut commencer à faire le travail. Je suis d'accord avec vous parce que la majorité, n'importe qui peut décider d'écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et avoir des centaines de personnes qui l'écoutent, alors que avant, il fallait que ça soit des gens intéressants que des médias vont choisir, que ça soit par exemple Radio-Canada qui décide de prendre un journaliste et de le mettre en onde. Maintenant, n'importe qui peut prendre son téléphone cellulaire que tout le monde a et poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Ou prendre des photos. Il y a des fois où c'est utile, tu sais, quand il y a je te donne l'exemple des abus policiers. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a de temps en temps, tu sais, que quelqu'un braque son portable là-dessus et qu'il fasse circuler l'information. Tu sais, pendant les conflits au Moyen-Orient, très souvent, les gens se servent de ça pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Encore en Ukraine, je suis étonné que les Russes n'aient pas coupé Internet, mais il y a beaucoup de gens qui se servent de leur appareil pour dire hey, venez nous aider, on est mal pris, voici ce qui se passe. Ça peut être très utile dans des cas comme ça. Mais à partir du moment où ça devient des théories absurdes puis de l'imbécilité, là, je ne marche plus là-dedans. Non. Un journaliste de carrière doit-il s'imposer une certaine discipline s'il veut être parmi les meilleurs, les plus informés?
Si oui, juste à quel point? Écoute, quand tu fais du journalisme, il y a des notions de base. La rigueur, c'en est une. La curiosité, c'en est une. La débrouillardise, c'en est une. La culture générale, c'en est une. De rester informé tous les jours comme il faut, c'en est une. Moi, je lisais quand j'étais sur le terrain ou en politique, 5 journaux à tous les jours. J'écoutais les bulletins de nouvelles de Radio-Canada et CBC le matin, tous les jours, pour toujours savoir ce qui se passait, pour toujours être au maximum de tes connaissances. Ça demande beaucoup, beaucoup de ces qualités-là. Ça te demande aussi d'être capable de développer des contacts sûrs. C'est quand tu couvres la politique, il est essentiel qu'il y ait un ministre dans le gouvernement qui va te parler off the record pour te donner l'heure juste en te disant voici ce qui se passe. Tu ne mentionnes pas mon nom, mais je veux juste que tu comprennes bien ce qui se passe, que tu aies 2 ou 3 députés qui ont aussi te raconté ce qu'ils ont entendu dans les réunions du caucus, etc. Donc, c'est important de développer ces sources-là. Sans ça, tu vas faire des histoires, mais tu n'auras jamais d'histoires exclusives et tu vas manquer de contexte puis de profondeur. Et vous dites qu'il faut s'informer, mais comment est-ce que vous conseillez qu'on s'informe de nos jours en s'assurant de s'informer avec la vraie information et pas de la désinformation ou des fake news dont on parlait plus tôt? Écoute, moi, je pense que au Canada, si tu t'en tiens aux principaux réseaux de télévision, que ce soit CBC, CTV, TVA au Québec, l'essentiel de l'information est là et elle est bien faite. TVA favorise une information plus québécoise, plus locale, souvent plus faits divers, c'est correct, ils le font bien. Dans la couverture des camionneurs à Ottawa, ils ont été les meilleurs. Il faut aussi, si tu lis le Devoir, la presse et le Globe and Mail à tous les jours, il ne te manque pas grand-chose à la fin de la journée pour savoir ce qui se passe dans le monde. Puis si tu es très curieux, puis si tu as beaucoup de temps, puis beaucoup de moyens, tu peux aussi t'abonner au New York Times, ce que moi je faisais parce que bon, c'est une source d'information internationale très riche. Et le Journal de Montréal aussi pour les opinions, même si je ne suis pas d'accord avec la moitié de leurs chroniqueurs. Mais il faut en lire le plus possible, mais les sources traditionnelles. Si ta seule source d'information, c'est Twitter, tu vas tomber souvent sur des trucs qui n'ont pas d'allure. Oui. Plusieurs personnes considèrent être journaliste, par exemple ici au collège, dont moi, c'est une voie que je considère fortement. Est-ce que vous aurez un conseil pour tous les adolescents qui s'orientent vers le journalisme? C'est le plus beau métier du monde. De la façon dont moi je l'ai fait, j'ai été chanceux d'arriver toujours au bon moment là où j'étais. Mais bon, je donne l'exemple, la couverture de Pierre-Éliott Trudeau en 80 jusqu'à la fin de celle de Mulroney en 93. Ça a été 13 années exceptionnelles où j'ai fait 2 fois le tour du monde. Puis bon, comme je t'ai expliqué tantôt, j'ai couvert plein d'événements intéressants. C'est un beau métier. C'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de médias qui disparaissent, de journaux qui disparaissent, de stations de radio qui disparaissent, télévision locale, il se fait de moins en moins d'informations. Mais si tu as envie de le faire, moi j'ai un fils qui aime beaucoup les sports, et je lui dis tout le temps, écoute, si tu as envie de le faire, assure-toi de connaître autre chose que les sports, d'avoir une culture générale, que si tu te retrouves dans un pays comme l'Ukraine, que la guerre est déclenchée, tu sois aussi capable d'en parler, pas juste de qui a gagné le match de hockey la veille. Donc, il faut une culture générale très grande. Il faut savoir beaucoup de choses si on va en journaliste. Tu peux te retrouver un jour, jeune journaliste, à couvrir une manifestation de travailleurs d'une usine d'équarrissage en Beauce. Tu peux te retrouver sur les lieux d'un meurtre. Tu peux te retrouver conférence de presse du premier ministre du Québec, d'un problème dans un hôpital majeur. Il faut que tu sois capable de tout savoir. Moi, dans mon temps, on se spécialisait beaucoup. Des gens ne faisaient que de la politique comme moi, d'autres ne faisaient que de l'économie ou des faits divers ou de l'international. Aujourd'hui, les journalistes sont beaucoup plus polyvalents. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant aussi. Et il faut aussi maîtriser la langue, parler, écrite et orale. Il faut être capable de s'exprimer si tu es en médias électroniques convenablement, dans toutes les circonstances, pas chercher tes mots, que ça coule, que ça vienne facilement. Et il faut être capable d'écrire proprement, savoir faire la différence entre un participe passé et un infinitif, etc. Et tout ça est important. Une fois que tu as ça, plonge. Moi, je leur dis, allez-y. Beaucoup de jeunes que j'ai vus, qui sont venus me voir au départ,
et qui hésitaient beaucoup. 3 ou 4 ont très bien réussi. 1 ou 2 ont lâché en chemin. Un parce qu'elle n'était pas de calibre, puis l'autre parce que c'est pas ça qu'elle voulait faire. Mais ça vaut la peine d'essayer. C'est un métier intéressant. Et Passionnant. donc, le conseil que vous proposez, c'est d'être comme un caméléon, d'être capable de faire plusieurs choses, donc d'apprendre plusieurs choses, de bien écouter, d'être capable de parler bien des langues, idéalement le français et l'anglais. Ouais. Non, écoute, c'est essentiel de au moins comprendre l'anglais dans ce métier-là parce que tu n'y échappes pas partout où tu vas. Tu sais, moi, quand je me suis retrouvé au Bangladesh une journée, puis j'avais besoin de quelque chose, si la fille à la réception n'avait pas parlé un peu d'anglais, on ne serait jamais compris. Partout, c'est essentiel. Il y a des gens qui ne veulent pas le parler pour des raisons politiques, je respecte ça, mais c'est essentiel. Parler au moins 2 langues, s'exprimer comme il faut, connaître sa langue, être capable d'écrire et avoir une culture générale très vaste. Parce que quand tu vas te retrouver dans un comité de sélection, ils vont te poser des questions, pas seulement sur le sujet du jour, ils peuvent t'emmener sur plusieurs sujets juste pour voir qu'est-ce que tu as dans la tête puis qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Donc, ça prendrait peut-être aussi un certain sens de la répartie pour être capable de s'adapter à une situation. Il faut faire preuve d'imagination, il faut être débrouillard, il faut être capable de trouver les bonnes personnes pour t'aider, il faut être capable de tout absorber ça rapidement, d'être capable d'aller en ondes rapidement si tu fais de la télé ou de la radio et d'expliquer clairement ce qu'il en est, ce qui est à laisser de côté des éléments dont tu n'es pas certain, mais t'en tenir aux faits dont tu es absolument certain, de les expliquer clairement et revenir plus tard avec le reste. Oui. Juste pour revenir un petit peu aux politiciens que vous avez suivis, on dit souvent qu'on ne peut pas gouverner sans mentir, que les politiciens ne font que mentir. Pensez-vous que c'est possible de gouverner en ne disant que la vérité? Euh, bon, la réponse simple, c'est non. Sans mentir, ils vont toujours trouver le moyen de ne pas répondre à ta question ou de répondre à côté ou de faire semblant que c'est pas vrai. Il y a 56 000 façons de mentir. Les gens qui mentent carrément, il y en a. Les politiciens ne sont pas parfaits, sont le reflet de la société. Il y a des mauvais politiciens comme il y a des mauvais journalistes, des mauvais avocats, des mauvais professeurs. Ils ne sont pas mieux que les autres. Mais en politique, il y a souvent cette tentation de tourner autour du pot, surtout quand c'est compliqué. S'il y a un scandale, le premier ministre, il va tout faire pour dire que c'est pas vrai, de nier jusqu'au jour où il va être coincé, puis que les gens vont prouver, ben voilà, voici les faits. C'est vraiment ça, tu nous as menti, blablabla, excuse-toi, blablabla. Ça fait partie de la politique. Donald Trump mentait entre 10 et 12 fois par jour, mais ce n'est pas un modèle à suivre. Mais non, non. Et tu sais aussi quand le politicien ment carrément. Mais ils sont habiles. Ils ont appris à mentir avec un sourire. Mais tu sais qu'ils mentent à ce moment-là. Et si on revient à votre vie d'auteur que vous occupez depuis 2011, votre retraite, vous participez au Salon du livre de l'Outaouais toutes les années et vous êtes même invité d'honneur assez régulièrement. Pourquoi vous y retournez à chaque année, surtout maintenant que le salon est virtuel? Parce que un salon du livre, et celui d'Ottawa est un bon exemple, c'est un des meilleurs que je fréquente, parce qu'un salon du livre, ça te permet de rencontrer tes lecteurs, tout simplement. Quand tu es assis à ta table en dédicace et que les gens viennent de à côté, moi, j'adore ça. Et ça, dans l'Outaouais, comme j'y vis depuis 1972, je connais tout le monde, je connais des tas de gens, des tas de fonctionnaires, des gens de tous les milieux, et ça me permet de renouer avec ces gens-là. C'est bon pour le moral, c'est bon pour les ventes. Euh, et j'adore ça. Je vais aussi à celui de Montréal, qui est le plus gros, qui est aussi très intéressant, celui de Québec. Je fais à l'occasion Sherbrooke, Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi. J'en ai fait un au Nouveau-Brunswick ou 2. J'adore les salons du livre. Il y a beaucoup de monde, tu revois tes collègues, écrivains, tu placotes. C'est 3 journées absolument adorables. Et qu'est-ce qui fait que vous préférez le Salon du livre de l'Outaouais aux autres salons du livre? Parce que c'est chez nous, parce que je connais bien les gens qui l'organisent, parce que je connais beaucoup de gens qui vont venir me voir juste pour placoter, d'anciens collègues de travail,
des gens des fonctionnaires avec qui j'ai fait affaire quand j'étais journaliste. Plein de gens viennent placoter. Et c'est peut-être l'endroit où je connais plus de gens. Celui de Québec aussi, beaucoup de gens de la Beauce viennent, que je connais, le parenté, etc., qui est aussi intéressant pour ça. Mais celui d'Ottawa, il y a un petit côté spécial. Et, j'aime beaucoup la librairie du Soleil. Souvent, c'est avec eux que je suis installé. Non, c'est 3-4 journées absolument extraordinaires. J'espère de toutes mes forces qu'on va revenir en personne l'an prochain et que c'est le dernier salon virtuel que je fais. J'espère vraiment. Oui, ça serait. Les salons en présentiel, c'est toujours mieux que ceux en virtuel. Ouais. J'ai une dernière question pour vous. Vous avez décidé d'occuper votre retraite avec l'écriture de romans. Pourquoi l'écriture en particulier? Parce que pour 2 ou 3 raisons. Quand j'étais journaliste à la télé, souvent mes amis de la presse écrite, j'avais un copain au Soleil, Michel Vastel, regretté Michel, qui me disait tout le temps: «On sait bien, toi, Lessard, tu fais le beau à la télé, ça va beaucoup d'importance si tu as mis un point ou une virgule, un accent circonflexe ou grave, si ton participe passé est mal accordé.» En d'autres mots, il me disait quasiment que je ne savais pas écrire. J'ai dit: «Michel, un jour, je vais te prouver que je suis capable d'écrire.» J'ai écrit un roman, j'ai donné la première copie. Il est malheureusement mort avant que j'ai fini le roman. Et l'autre truc, c'est que j'ai beaucoup hésité à prendre ma retraite dans les 2 ou 3 dernières années. Je me disais: est-ce que je suis vraiment prêt à prendre ma retraite? Puis bon, finalement, je me suis dit: il faut que je la prenne. Un jour, je suis à Toronto et arrive quelqu'un derrière moi qui me tape sur l'épaule. Je me retourne de bord, c'est le premier ministre Mulroney, qui n'était plus premier ministre. On placote. J'ai dit: Monsieur Mulroney, j'ai envie de prendre ma retraite, mais j'ai maudit, j'arrive pas à me décider. Il dit: me dire 2 choses. Un, assure-toi que vraiment tu es allé au bout de ton travail et que tu n'auras aucun regret ou remords. Et deuxièmement, et surtout, trouve-toi quelque chose à faire, sinon tu vas crever. Alors, c'est là où je me suis dit: bon, mais la seule chose que je peux faire, c'est d'écrire. Je vais écrire des romans. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je trouverai autre chose. Et le premier a marché, puis ça s'est enchaîné. Donc, l'idée de l'écriture est venue comme un sorte de défi de votre ami qui Ouais, disait que vous ne pouviez pas au écrire. départ, oui. Et puis, il y avait toujours ces notes de mon grand-père. Je me disais: ah, il y a du matériel là-dedans pour des romans. Il faudrait bien que je passe à travers à un moment donné. Et c'est à partir de ce moment-là, après avoir parlé à Mulroney, que j'ai ouvert la boîte de documents, puis je suis passé à travers, puis j'ai trouvé ce premier sujet de ma vie. Et ça s'est enchaîné. Mais merci beaucoup, Monsieur Lessard, de m'avoir accordé cette entrevue. C'était très intéressant. Ben, c'est moi qui te remercie, puis à très bientôt. Oui, vous J'espère. aussi. Bonne chance. Au revoir.